L'esprit d'un entraîneur de football, c'est vraiment l'une des choses les plus fascinantes, non? Certains placent la raison au-dessus de tout, y compris les questions tactiques, et considèrent le football comme presque scientifique. D'autres préfèrent mettre l'aspect humain en avant, laissant souvent les émotions guider les décisions sur le terrain. Mais quand on regarde le panorama des entraîneurs de football, le plus intéressant dans tout cela, c'est que les deux peuvent gagner, et même avec des chemins très différents, atteindre le résultat final. Et dans cette vidéo, l'idée est de plonger dans la tête des entraîneurs et de comprendre comment des pensées si différentes peuvent mener au même résultat. À la Coupe du Monde, Thomas Tuchel a sans doute été l'entraîneur le plus critiqué. Idiot, lâche, il a reculé son équipe et attiré l'adversaire. Voici quelques adjectifs employés pour qualifier la performance de l'Allemand lors de la défaite de l'Angleterre après avoir été renversé par l'Argentine. Et, coïncidence ou non, juste après ce résultat et la performance que j'ai aussi trouvée catastrophique de Tuchel, une interview de Cesc est devenue virale. Fabregas, qui est l'entraîneur de Côme, a fait une excellente saison européenne. Il parlait justement des raisons pour lesquelles un entraîneur ne doit pas reculer son équipe quand il mène 1-0, comme cela s'est passé avec Tuchel. Écoute bien. Si tu gagnes 1-0 par exemple et que tu joues en 4-2, disons en 4-3, et tu changes un milieu de terrain ou un attaquant et tu mets un défenseur dans les 10, 15 dernières minutes et tu joues avec une défense à 5, tout le monde derrière à 5, tout d'un coup, parce que tu as vu de l'extérieur qu'il jouait avec des latéraux très hauts ou pour une autre raison. Tu le fais pour une raison vue de l'extérieur, mais du point de vue des joueurs, ça veut dire qu'il a enlevé un attaquant, il a mis un joueur défensif. Donc automatiquement, ton état d'esprit, c'est l'entraîneur veut qu'on défende, on doit reculer et tu attires la pression, tu les invites à avoir plus le ballon, tu les invites à t'attaquer davantage et à être plus dangereux. Plus ils sont dans ta moitié de terrain, plus tu peux les surprendre en contre-attaque et marquer un second but. Mais 80 à 90% du temps, ça se retourne contre toi parce que tu invites la pression et il y a un penalty, un petit coup franc ou un centre qui est mal dégagé. Et c'est ça, ce sont des choses où parfois je sens que l'entraîneur a eu cette évolution dans le jeu qui rend les joueurs un peu plus hésitants sur le terrain. J'en cite une autre avec laquelle je ne suis pas totalement d'accord, mais que j'ai beaucoup aimé. Notre collègue de Sport TV, Carlos Eduardo Mansur, expliquait que souvent, le football n'est pas aussi contrôlé que beaucoup le pensent. Toutes les actions ne sont pas contrôlables comme dans un jeu vidéo, non ? Beaucoup d'émotions sont en jeu. Tuchel n'avait peut-être pas ce plan initialement et il a opté pour un plan où il a vu son équipe subir une très forte pression, vraiment acculée contre les cordes. Alors il a fait des ajustements pour essayer de mieux se défendre. Plusieurs types de réflexions existent lorsqu'on analyse une stratégie d'entraîneur très critiquée, comme celle de Thomas Tuchel contre l'Argentine, et j'en fais moi-même partie. Mais il est toujours important de se rappeler qu'il n'y a pas qu'un seul aspect. D'ailleurs, vous, de l'autre côté, vous êtes plutôt de quelle opinion? Vous êtes plus du côté de Fabregas ou vous partagez plutôt la réflexion apportée par Mansur? Que pensez-vous de ce point sur Tuchel? Commentez ci-dessous. En regardant le duel entre l'Espagne et l'Argentine, c'était un match opposant des entraîneurs partagés entre raison et émotion. Si on prend Scaloni par exemple, c'est un entraîneur qui au cours des derniers temps, lors de cette Coupe du Monde par exemple, a laissé à de nombreuses reprises des larmes couler sur son visage. Lors des matchs, des conférences de presse, il s'est fait remarquer pour cela, pour son côté humain. Et écoute bien cette réflexion qu'il a faite sur la gestion de groupe tout au long de la Coupe du Monde. L'autre jour, quand je me suis assis à la Rua d'après ça, j'ai dit « Je suis entraîneur pour ça, pour ce que nous avons vu l'autre jour. Je ne suis pas entraîneur parce que j'aime le 4-3, mais parce que j'aime revivre ça. Être dans un groupe, être avec un coéquipier en train de boire un maté, de manger un assado, de jouer au truco, c'est ce qu'on a fait toute notre vie. » Et si tu ne penses qu'au match, à la fin, tu arrives épuisé. Si tu ne profites pas de ça. Je pense que c'est fondamental pour nous. Nous, je l'ai fait toute ma vie. Moi, j'ai toujours été un gars de groupe. Partout où je suis allé, j'ai accompagné. Je n'ai jamais été l'un des grands joueurs. J'ai toujours été celui qui accompagnait. Et c'est pour ça qu'on m'a emmené à la Coupe du Monde. C'est pour ça que j'ai été dans des clubs, parce qu'ils disaient « Emmène-le, quel bon gars celui-là ». Ce n'était pas parce que je jouais bien. Et ici, je crois qu'ils l'ont compris. À chaque fois qu'on raccourcit l'entraînement pour aller manger un asado, pour que ça se fasse. Ce sont des choses que nous valorisons beaucoup et je pense que pour d'autres personnes, ce n'est pas important ou que seule la performance sur le terrain compte. Mais un jour, dans X ans, j'ai encore des images de Malaisie
Année 97 ici, et j'ai Pablo et Walter qui sont ici avec moi parce que nous avons vécu des choses fortes ensemble. Alors ce sont des choses qui pour moi valent de l'or. Et au-delà de tout autre, de tout résultat, ce sont des choses qu'on va garder avec soi. Parce qu'après, gagner ou perdre, non. Mais que plus tard, dans 20 ans, tu te retrouves et tu te souviennes de ce barbecue, de ça, ce sont des choses inoubliables. Et nous, on met beaucoup d'accent là-dessus. Nous croyons que ça crée un groupe. Et si on forme un groupe, on est encore plus fort. Quant à De La Fuente, de l'autre côté, c'est ce genre d'entraîneur qui dégage un vrai savoir. On voit que c'est un gars qui maîtrise les questions tactiques. Et quand on regarde un type comme lui, on se dit tout de suite, ce gars-là est abonné à la chaîne Football Maximo, j'en doute pas une seconde. Si toi, de l'autre côté, tu ne l'es pas encore, tu rates quelque chose, tu perds du temps, alors clique ici sur le bouton. Abonne-toi déjà à la chaîne, parce que maintenant que tu t'es abonné, je vais te montrer une déclaration très intéressante de La Fuente après le titre de la Coupe du Monde. Il a parlé de sourire, même dans la défaite. Regarde ça. J'ai beaucoup aimé le fait que c'est un professionnel qui sourit dans le football. Le football aujourd'hui est tellement ennuyeux. Souris. Le football est tellement ennuyeux. Il y a tellement de pression. Au Brésil, on dit que quand on gagne, il n'y a pas de bonheur, il y a du soulagement. Un de tes enseignements aussi, c'est qu'on peut gagner et qu'on peut vivre et profiter du football avec bonheur. Ce message peut être transmis au monde du football. Merci. Oui, on peut aussi perdre avec bonheur. La satisfaction du travail bien fait doit t'amener à ce bonheur, à cette joie. Je suis un homme chanceux. C'est pourquoi je dois remercier Dieu dans ma foi de pouvoir avoir cette opportunité d'être ici, de profiter de ces moments. Je suis chanceux de diriger des professionnels et des footballeurs exceptionnels. C'est un luxe et la victoire est la conséquence d'un travail bien fait. Mais parfois, même comme ça, oui, on perd. Cela montre qu'il faut apprécier la valeur d'une victoire quand on peut gagner. Et donc, à tout moment, je suis un homme chanceux parce que je suis en train de faire ce qui me rend heureux. Je suis heureux de voir les autres heureux aussi. Alors, comment ne pas sourire à la vie? Ce serait injuste si je ne souriais pas à la vie. Je pense que c'est une bonne attitude. Au moins, que les gens te voient heureux, c'est très agréable. Mec, cette phrase précisément de lui m'a vraiment touché, hein? La satisfaction du travail bien fait doit apporter du bonheur, indépendamment du résultat. Et alors, dans cette lancée, je pense qu'on ne peut pas manquer de citer deux personnages très importants quand on réfléchit au comportement ainsi que l'approche de chaque entraîneur en Coupe du Monde. Le premier d'entre eux est Marcelo El Loco Bielsa, qui a quitté la Coupe du Monde avec une image très négative. Et cela nous a amené d'une certaine manière à réfléchir jusqu'où la raison des concepts tactiques doit primer sur l'émotion dans les relations. Cela influence-t-il la campagne de l'Uruguay ? Ce débat a beaucoup animé la Coupe du Monde. Si l'on prend le Brésil de Carlo Ancelotti, par exemple, on peut dire que l'émotion a poussé l'entraîneur à renoncer à certaines choses qui semblaient non négociables à d'autres moments. Par exemple, faire jouer Neymar dans un match contre la Norvège alors que ce n'était pas nécessaire. Ou, après avoir longtemps retenu Endrick, faire du numéro 9 la première option de l'équipe nationale brésilienne. Quand on se retrouve dans un contexte de Coupe du Monde avec des entraîneurs qui pensent de manière très différente au sein de groupes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble au quotidien, beaucoup de choses se perdent et plusieurs autres éléments qui pourraient être ajoutés peuvent devenir fondamentaux dans une campagne, dans un parcours. Et il n'y a pas de chemin tout tracé. L'idée de cette vidéo est justement d'en débattre. Quand on le regarde, en effet, c'est ce gars que tu vois comme le professeur. Le type qui va t'apprendre beaucoup de choses, qui a un bagage théorique et scientifique très important. Son travail en Espagne le montre bien. Mais il a constamment mis en avant l'aspect humain durant cette Coupe du Monde. Si on regarde Scaloni, on voit que c'est un gars très émotif. Les larmes au bord du terrain dans les conférences de presse, ses déclarations le montrent bien. En 1922, il s'est surtout distingué par ses choix tactiques et de nombreux changements entre les matchs. Dans cette Coupe du Monde, il a aussi fait des ajustements au niveau des joueurs et sur le plan tactique au sein de l'équipe, ce qui a été très important et a aidé à porter l'Argentine aussi loin qu'elle est allée dans cette Coupe du Monde. Donc, tous les entraîneurs, de différentes manières, ont un peu des deux, de la raison. Ils ont aussi un peu d'émotion et cette combinaison est fondamentale pour qu'un entraîneur puisse réussir. Il n'existe pas de recette. Combiner de solides connaissances et la capacité à créer des liens est essentiel dans le football.